Bonjour, aujourd'hui je reçois notre détective du transgénérationnel préféré, Hélène Nicolet. Bonjour Hélène. Bonjour Daniel, nous allons Alors parler des métiers aujourd'hui. voilà, aujourd'hui on va aborder le sujet, c'est un peu plus léger que d'autres sujets qu'on a pu aborder précédemment, le sujet des métiers, des choix des métiers dans le transgénérationnel, l'impact du choix des métiers aussi, comment ça se passe, pourquoi on choisit tel ou tel métier. Et comment finalement ces professions peuvent évoluer dans les âges tout en restant sur la même information première dans l'activité. Alors, Hélène, comme à chaque fois, je vais te laisser la parole parce que tu sais mieux que moi le contenu de ce que tu as à dire, les métiers Voilà, et notre transgénérationnel. Qu'est-ce que oui. tu peux nous en dire? Alors, ça paraît, par rapport à certains sujets qu'on a traités ensemble, plus léger, mais c'est aussi très intéressant de voir que ce choix des métiers découle de l'orientation aussi de nos études et la façon de vivre la réussite, le mot réussite dans le clan. Il y a souvent des clans qui vont parler de réussite quand il y a un bon métier. Bon métier, qu'est-ce que ça veut dire? Bien souvent, c'est une réussite financière. Mais il n'y a pas forcément à la clé le plaisir de travailler, le plaisir de s'investir professionnellement. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière les mots réussite dans votre clan? Quels sont les mots qui ont baigné cette sphère professionnelle tout au long de votre enfance? Comment ça a été entendu, vécu dans le clan, de partir travailler pour nos parents, pour nos grands-parents, tous les matins? Comment c'était? Est-ce que c'était lourd, léger, joyeux? Est-ce que c'était encore une journée, vivement les vacances? Quelles sont les phrases qui nous ont bercés et qui nous ont forcément impactés dans nos choix futurs? Donc voilà, là c'est une première piste hein, à explorer dans votre plan. Une autre piste aussi qui est intéressante, c'est que le métier vient parler aussi bien souvent de mon statut social, de comment je vais m'inscrire dans ma vie d'adulte, professionnelle et donc quelquefois amicale. Le choix des métiers, comme le choix des études, bouscule le clan familial, la position dans la fratrie, va bousculer, peut-être va nous sortir de notre fratrie en vivant sur un autre pied, peut-être socialement plus évolué ou plus modeste selon nos choix. Et donc, ce choix inconscient des métiers, des professions, du rôle social, donc, va influencer nos relations futures bien souvent avec nos frères et sœurs. On va avoir plus aussi facilement les mêmes centres d'intérêt. Par exemple, on va s'éloigner. On va s'éloigner peut-être géographiquement, hein, selon la profession qu'on choisit, mais ça va être aussi dans nos centres d'intérêt, dans notre vocabulaire. Il y a des vocabulaires qui peuvent devenir complètement hermétiques selon le choix de notre métier. Par exemple, le vocabulaire informatique, électronique, médical, etc. Financier, hein, il va y avoir des mots, hein, un vocabulaire propre, comme un costume propre. Et donc, dans certains métiers, on va se présenter au cabinet de recrutement ou devant le recruteur, eh bien, pas habillé de la même façon parce que certains métiers vont engendrer un, euh, un mode, une mode de vêtements, de costumes, et il faut rentrer un petit peu dans ces nouveaux codes. C'est un langage corporel, mais aussi vocabulaire et autres. Donc, c'est pas si anodin que ça, un choix de métier. Alors, on verra plus tard hein, les métiers réparation, transformation, transmutation. Mais voilà, j'avais envie de commencer un petit peu cet exposé sur cette, euh, ce changement d'orientation de la fratrie, en fait. On n'a plus du tout, dès lors qu'on choisit
des études, on n'a plus du tout les mêmes liens. Alors, certains peuvent perdurer, hein, bien sûr, mais ça peut aussi éloigner et créer un fossé comme si on ne se comprenait plus. Voilà, hein, il y a des personnes qui ont témoigné ça. Et justement, dans les fratries, des fois, il peut y avoir des personnes qui sont complètement coupées de la notion de métier. C'est-à-dire que certains vont réussir, comme on l'entend, hein, le réussir socialement ou dans ce que eux projettent, et d'autres vont être plus dans un principe d'expérimentation de vie, peut-être vaquer d'une activité à une autre alors qu'ils ont la même ascendance. On pourrait se poser la question, quelles sont les raisons de cette diversité de choix aussi? Bon, tu parlais de culture et d'études, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas le souhait, n'émettent pas le souhait de poursuivre des études, non pas par difficulté intellectuelle, mais tout simplement parce qu'ils ont envie d'autre chose et que leur objectif, on le voit aujourd'hui, on est dans des époques où les professions, de plus en plus de nouvelles générations, ne souhaitent pas s'inclure dans des activités considérées comme sécurisantes par leurs Oui, ascendants. Il y a oui, ça aussi. oui, 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 oui. Il y a ça aussi. Bah, par exemple, dans certains clans où il y a beaucoup de fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires, il y a une tonalité souvent dans ces familles qu'on retrouve. C'est la sécurité. C'est en fait comme si la nation, l'État, euh, prenait en charge ses enfants et les accompagnait tout au long de leur vie professionnelle. Donc aujourd'hui, il y a un peu moins de sécurité qu'autrefois, mais ça perdure quand même, hein, euh, cette injonction à être sécurisé dans la profession, dans le monde, la sphère professionnelle. Et donc, en fait, bien souvent, il peut y avoir dans une fratrie ceux qui vont continuer à être dans ces fonctions, fonctionnaires, et puis avec donc l'État qui protège un petit peu, et puis ceux qui vont être rebelles, qui vont oser s'aventurer vers peut-être des professions libérales, où il y a soi-disant une certaine liberté, où il y a un choix peut-être plus grand aussi, peut-être de s'individualiser. Alors le choix du métier, il vient refléter aussi beaucoup d'où je viens. C'est vraiment un défi, hein, souvent, de se confronter à ce qui a existé dans l'arbre et puis à agir pour soi aussi en respectant ses valeurs. Alors certains vont avoir des vocations très tôt et puis vont persister. Et même s'ils arrivent à la fin par des chemins détournés, ils vont garder un fil conducteur. Et puis d'autres vont se laisser porter par la vague. Alors, dans les clans aussi où il y a, autrefois, on restait, nos parents, grands-parents pouvaient rester une vie hein, dans les mêmes entreprises. Voilà, gardaient un petit peu les mêmes postes en évoluant un petit peu. Mais il y avait voilà, une persévérance et puis une certaine facilité de rester dans les mêmes entreprises, dans la même entreprise. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Et il peut y avoir en réaction à cette durée dans la même entreprise des enfants, des descendants qui vont dire, ah ben moi je zappe, moi je vais faire de l'intérim et je m'arrête de temps en temps. Je prends un mois de repos, etc. Je choisis mon temps de travail. Alors, il y en a que c'est vraiment, qui montrent vraiment une fidélité à leurs propres valeurs en faisant ces choix-là. Et puis il y en a d'autres, c'est vraiment en réaction. Et là, c'est à outrance, en fait. C'est dans les excès. Voilà. Alors autant on a eu des excès dans un sens chez les ascendants, autant on peut avoir les excès chez les descendants à l'extrême inverse. Donc toujours, hein, les excès, c'est vraiment à mesurer, voir si on ne s'y perd pas et si on ne perd pas notre énergie aussi. Ça, c'est important. Euh, on peut travailler, on peut choisir de travailler, par exemple, dans une entreprise familiale. Eh bien, parmi les frères et sœurs, il va y en avoir un qui va accepter. Parce qu'une entreprise familiale, par exemple, c'est très compliqué pour certains. Et puis pour d'autres,
on se met dedans comme si c'était dans des pantoufles, comme si on connaissait. Alors, selon le ressenti de l'enfance, de l'éducation, il va y avoir parmi la fratrie un qui va être très encombré par la famille et puis un autre qui va la rechercher encore jusque dans sa sphère professionnelle. Parce que quand on rentre, par exemple, dans une entreprise familiale, il y a vraiment cette idée de se glisser dans les pas d'une famille qui a créé cette boîte, cette entreprise. Alors, ça peut être le père aux manettes, la mère dans le secrétariat, les cousins, cousines qui peuvent être à divers postes. Et moi, je me m'insère au milieu et je me fais ma petite classe. Et ça peut être très lourd, mais comme pouvait être lourde ou pas l'atmosphère familiale. Hein, une entreprise familiale, on se connaît tous, c'est très famille, mais ça peut être aussi très lourd, très pesant. Voilà. Donc il y en a qui ne supporteront pas, sauf s'ils en ont manqué. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'un monsieur, il était directeur général, et chaque fois que l'un des enfants allait prendre sa place, parce que le père, le PDG, nommait cet enfant-là, même s'il n'en était pas tout à fait toujours capable, eh bien, ce DG, fils spirituel, devait partir. Et il intégrait une autre entreprise familiale. Et il a fait sa carrière comme ça. Et en parlant de son histoire donc d'origine, c'était un homme dont le père était parti sans donner d'explication. Et il ne l'avait jamais revu. Et donc, il était en manque de figure paternelle qu'il retrouvait dans les PDG successifs qu'il avait eus tout au long de sa vie professionnelle. Voilà. Ah, donc ça peut être aussi intéressant de le voir sous cet angle-là. Après, on peut, quand on a une famille un petit peu très, très grande, voilà, un peu démesurée, on peut s'intégrer très facilement dans un grand groupe où on est un peu anonyme, où on peut se perdre et on n'est plus nommé, mais on est à l'étage gestion. On est le numéro 42 de l'étage 7 de l'immeuble, etc. Et là, il y a un anonymat qu'on peut peut-être mettre en parallèle avec une grande fratrie, par exemple, ou une grande famille où on s'est senti un peu perdu. Alors, c'est pas qu'on n'était pas aimé, hein, je parle toujours un petit peu, je rappelle, hein, c'est des ressentis propres à chacun. Voilà. Et puis, il y en a qui vont être aussi dans une quête perpétuelle de s'individualiser, de personnaliser, et peut-être de devenir indépendant, de créer soi-même ce que le produit ou la prestation qu'il va offrir à ses clients. Il va personnaliser sa démarche pour s'individualiser. Peut-être qu'il ne l'a pas été dans sa famille. Peut-être qu'il n'a pas été suffisamment reconnu dans ce qu'il était. Et on peut trouver, par exemple, des artisans, des professions libérales qui vont affiner ce qu'ils proposent, mais de façon très personnalisée, pour mettre leurs pattes. Et on va reconnaître, rien que à la prestation ou au produit ou à l'objet, sa patte. Et là, il va être reconnu. Enfin, voilà, peut-être pas par la famille initiale, mais par ses clients. Voilà, hein. Donc, voilà, il y a ce petit tour aussi des tailles d'entreprise qui sont intéressantes à voir un petit peu comment ça se passe dans le clan. Il y a aussi le non-choix, c'est-à-dire, on le voit avec les difficultés d'emploi et qu'il peut y avoir, euh, beaucoup se retrouvent dans le sentiment d'un non-choix d'activité, à apprendre tel ou tel poste, un peu, non pas par centre d'intérêt, mais par défaut, souvent sur le plan rémunérateur, même si très souvent, en plus, ce sont des emplois très mal payés. Donc, on est toujours sur une spirale qui n'est Oui, pas très satisfaisante sur le plan émotionnel. Donc, sur le plan de l'épigénétique, sur le plan de l'ADN, on continue à véhiculer des émotions et des pensées qui ne sont pas forcément constructives pour soi et pour le clan oui, également. oui. Voilà, ça c'est possible. Il peut y avoir aussi les personnes qui choisissent un job alimentaire et parce qu'en fait, ils ont besoin de cette sécurité.
Et donc, même s'ils ne s'éclatent pas complètement dans la sphère professionnelle, ils ont à côté des activités qui les nourrissent. Ça peut être s'occuper des enfants, de la maison, du jardin, mais ça peut être aussi un engagement politique, religieux, associatif, etc. Où en fait, ils savent que la sphère professionnelle leur permet justement de s'engager ailleurs. Et puis, il va y avoir, au sein de la même fratrie, hein, il peut y avoir ça aussi, ça c'est toujours très intéressant aussi à voir. Il peut y avoir un carriériste ou une carriériste qui, justement, va consacrer sa vie à son professionnel et puis laisser de côté peut-être ce qui bah, voilà, ne les intéresse pas forcément. Voilà. Donc, là aussi, c'est là où est-ce qu'on met nos valeurs, là où est-ce qu'on se respecte, et puis quelles sont nos priorités. Il y a quelquefois, les personnes vont justement dire, moi, à partir de maintenant, je ne veux plus rentrer dans une escalade d'objectifs à atteindre, de choses un petit peu stressantes. Maintenant, je privilégie, quitte à avoir un salaire plus bas, mais je privilégie ma qualité de vie. Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le recrutement avant de me consacrer complètement à la psychogénéalogie. Et bien souvent, c'était des recrutements un petit peu difficiles parce que quelqu'un qui avait accédé et qui avait occupé des postes vraiment en haut de l'échelle de la hiérarchie, quelquefois, par un revirement de leur vie ou un choix ou un divorce, leur faisait revoir leurs priorités de vie et ils étaient prêts à postuler pour des postes, par exemple, de non-cadre, alors qu'ils avaient été tout le temps pendant des années et des années, pour justement recontacter la réalité de leur vie et puis une priorité peut-être familiale avec les enfants, de peur de pas passer à côté de certaines choses, voilà. Donc là aussi, hein, c'est intéressant. À certains moments de notre vie, certaines épreuves peuvent nous amener à tout reconsidérer. Voilà. Et donc, en tant que recruteur, il était difficile de faire passer un dossier comme ça, parce qu'en fait, souvent, ils étaient surdiplômés, ces personnes étaient surdiplômées, ils occupaient des postes brillants, et on avait du mal à croire qu'ils n'allaient pas ben, s'ennuyer, par exemple, tout simplement. Et au long terme, les entreprises avaient un petit peu de mal à accepter ce recrutement. Et pour autant, sur le plan humain, eh bien, c'était tout à fait entendable et plausible. Voilà. Hein, donc, il peut y avoir comme ça aussi des carrières très hautes, très basses, fluctuantes, un petit peu selon les épreuves de vie. Donc, on est aussi sur, selon les épreuves de vie, selon les choix de scolarité ou pas. Euh, on peut prendre, on peut, si tu es d'accord, on peut aussi essayer de prendre des exemples qui soient peut-être beaucoup plus parlants pour tous. Par exemple, une infirmière, aujourd'hui, si l'on pouvait retracer plus ou moins son clan, son arbre généalogique par le biais du métier, qu'est-ce qu'on pourrait supposer, parce que là on n'est que sur la supposition bien sûr, par rapport à ses ascendants. Si aujourd'hui je décide, voilà, si j'ai 20 ans et si je décide d'être infirmière par choix, que mes parents ne sont peut-être pas dans le corps médical, est-ce que ça veut dire que dans mon ascendance, il y a eu peut-être des personnes appartenant à un secteur de soins ou autre? Hmm. Alors déjà, le mot infirmière, c'est infirme hier. Donc, on peut jouer aussi là-dessus en se posant la question, et j'ai eu le cas hein, vraiment souvent, c'est que quelle est l'infirme, quelle est la personne infirme que j'aimerais soigner aujourd'hui et que je ne vais pas peut-être soigner physiquement, parce que peut-être qu'elle est décédée depuis très longtemps, mais que par l'intermédiaire d'autres personnes, je vais lui envoyer cette énergie de soin. Et donc, on peut avoir un infirme ou une infirme, père, mère, grand-père, tante, cousin, cousine, qui apparaît, infirme réellement, mais peut-être une personne tout simplement malade, souvent malade,
fragiles, ça peut être des personnes qui sont déprimées. Et donc, peut-être qu'un métier, alors ça peut aller jusqu'au au choix d'être spécialiste d'une maladie rare. J'ai eu le cas, hein, une maman qui avait une maladie euh, avec les nerfs, eh bien, la fille a été une spécialiste et a travaillé avec les plus grands de la Terre pour essayer, hein, Alors, c'est tout, bien sûr, du symbolique et de l'inconscient. Il y en a qui le font consciemment, mais très peu. Voilà. C'est comme, par exemple, une sage-femme. Il se peut que quelquefois on trouve des maternités mises à mal dans le clan, des bébés morts-nés, des femmes mortes en couche, et ça peut remonter sur deux, trois, quatre générations, voire plus. Donc là où il y a de la difficulté, des enfants disparus très tôt dans leur jeune, les premières semaines, premiers mois, il va y avoir une telle détresse, une souffrance qui n'a pas forcément été suffisamment élaborée pour qu'on ait besoin d'une sage-femme. Il faut entendre les métiers un peu comme un besoin du clan. Il y a ce besoin, le clan réclame et ça serait bien qu'il y ait tel métier. Donc, par exemple, pour les familles d'immigrés, souvent, on s'est aperçu que dans les générations suivantes, où il y avait eu dans ces clans une difficulté à intégrer un pays d'accueil parce qu'on n'arrivait pas à parler, à avoir la langue, à avoir le vocabulaire précis, eh bien, il y a des linguistes, il y a des orthophonistes, il y a des profs de français, des instits, etc., etc. Comme si les descendants soignaient, réparaient et amenaient du baume et la profession qui aurait bien aidé les ancêtres. Voilà. Et quelquefois, même sans les connaître du tout, évidemment. Et est-ce que ces choix de métier sont conscients? Par exemple, on parle du corps enseignant. Est-ce qu'une personne peut choisir consciemment ou non d'être enseignant? C'est-à-dire que quand on parle de petits-fils ou d'arrière-petits-enfants ou même d'enfants d'émigrés, avec cette difficulté linguistique, on pense, bon, on va généraliser en parlant des professions dites littéraires et, et linguistes. Est-ce que, par exemple, on va garder la dimension de l'âge parce que c'est souvent sur 18-20 ans où on s'oriente professionnellement, même s'il y a des reconversions dans la durée. Peut-être que ça, on l'abordera plus tard aussi. Mais par exemple, 18-20 ans, est-ce qu'une personne, pardon pour, est-ce qu'une personne à 18-20 ans choisit consciemment cette profession ou est-ce qu'elle est induite inconsciemment par le clan? Parce que des fois, on voit des instits qui n'ont pas forcément envie d'être instits, mais qui sont instits parce que c'était posé comme ça, un peu comme si ben, tout s'était mis en place pour qu'ils soient dans cette profession-là. Oui, 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 oui. Alors, déjà aussi, l'école oriente. L'école ne respecte pas forcément les envies et les besoins des enfants. Donc, il peut y avoir des vocations contrariées parce qu'il y a telle classe, il manque des élèves et donc le professeur va faire comprendre aux parents qu'il serait mieux pour l'enfant parce qu'il est doué aussi de rentrer dans telle filière. Derrière le choix aussi des filières des études, il y a aussi les craintes des parents. Il ne faut pas l'oublier ça. Chaque parent veut faire le bien pour ses enfants et va aussi entendre ce qui se fait, ce qui sera facile comme étude pour son enfant. Il voit un petit peu ses capacités, mais il se projette beaucoup aussi, hein. Et puis, il va entendre que certaines filières sont un peu bouchées, qu'il y a pas beaucoup de métiers à la clé et de professions à l'issue, que ça ne sera pas favorable, etc. Il va orienter plus ou moins selon ses propres choix, selon ce qu'il entend, mais selon aussi ce qu'il n'a pas pu faire. Donc là aussi, c'est intéressant aussi de voir, est-ce que mon parent n'a pas été frustré et est-ce qu'il ne m'oriente pas vers ce qu'il aurait souhaité aussi? Il y a des clans aussi où c'est des clans de notaires, de médecins, d'enseignants, etc. Donc l'enfant, il va se trouver aussi dans un sillon de facilité parce que les parents seront présents et pourront les aider petit à petit. Ces enfants vont se retrouver
à répéter certains métiers. Donc ça aussi, hein, donc ça peut être conscient, c'est facile, de part et d'autre, hein, parents et enfants, mais ça peut être aussi inconscient. Et là, souvent, l'inconscient est très fort. Euh, on peut arriver à exercer un métier qu'on avait imaginé dans notre tête, qu'à l'époque de l'orientation, ça n'a pas pu se faire, mais que la vie va nous proposer des formations continues, des petits chemins de traverse pour arriver dans l'entreprise qui va faciliter ce nouvel accès. Et on peut arriver à exercer, après de nombreuses péripéties, le métier qu'on avait imaginé enfant. Ça aussi, ça existe. Hein, donc, il faut aussi se laisser porter par ce que la vie nous propose, parce que quelquefois, on peut avoir d'heureuses surprises. Euh, il va y avoir en ligne de compte, derrière ce choix, beaucoup de craintes de nos parents. Ils veulent toujours que les enfants réussissent et soient facilités dans leur accès à la vie professionnelle, bien souvent. Et en même temps, il y a des énormes élastiques inconscients qui retiennent l'enfant malgré tout et malgré eux. Euh, si tu veux, c'est dans le sens où le parent peut avoir honte de ce qu'il est, de ce qu'il n'a pas pu offrir à ses enfants. Il peut avoir peur que ses enfants le laissent et honte de lui plus tard parce qu'ils accepteront peut-être un statut social plus élevé, avec un environnement social un petit peu plus élargi culturellement, socialement, financièrement, etc. Donc, il va y avoir ce décalage qui peut s'installer. C'est pour ça que le choix des métiers, il peut mettre à mal un clan si celui-ci n'est pas basé sur des liens solides affectifs. Il peut y avoir beaucoup de complexes d'infériorité, de supériorité qui peuvent se mettre en place rien que dans le choix des études. Et voilà, alors ça, c'est important de le noter. Il y a aussi quels sont les mots derrière le mot travail. Est-ce que travail égale réussite? Est-ce que donc mon métier égale argent? Est-ce que c'est égal ou différent de plaisir? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une société quand même très judéo-chrétienne encore, portée par des valeurs d'effort, d'honneur, de difficulté aussi. Il ne faut pas que ça soit simple. Donc il y a aussi ce côté, il faut ramer. Il faut y aller. Et si j'ai la chance d'exercer un métier que j'exerce peut-être de chez moi, où je peux aller à mon rythme, à mes horaires, et que si mon père s'est toujours levé à 5 heures et s'est couché toujours épuisé, je peux avoir honte de ce que je fais, être dans la culpabilité aussi, hein, de prendre de la distance et de les abandonner, de les trahir. Hein, donc tous ces mots-là, voilà, ça va être très sous-jacent et très régulier aussi. L'idée, c'est aussi de faire un travail en conscience d'alignement pour voir, OK, mes parents n'ont pas pu vivre ça. Il y a une notion de sacrifice aussi chez des parents, hein. Le mot a été donné souvent. C'est-à-dire que comment tu vas, entre guillemets, à faire les marchés, je sais pas, moi j'ai rien contre, hein, être boulanger alors que tu aurais pu être ingénieur. Nous, on s'est sacrifié pour des études et puis tu laisses tout tomber. Voilà. Hein, donc, il va y avoir ça aussi. Mais est-ce que les parents ne cherchaient pas à se faire plaisir en payant des études comme ça, sans voir, sans tenir compte du choix réel de l'enfant? Voilà. Ça, c'est souvent, hein, bien souvent, ce qu'on retrouve. Voilà. Donc, il va y avoir une fidélité, évidemment, une loyauté qui va se mettre en place derrière ce choix inconscient des métiers. Et par rapport justement à ces choix d'action, d'activité professionnelle, donc la définition, comme tu l'as dit, du mot travail est très importante pour la personne dans l'instant présent, mais également pour toute la généalogie derrière.
comment ce Oui, mot il a été vécu, expérimenté ou enduré. Parce que quand on est journalier à la fin du 19e siècle ou quand on est notaire, dans les mêmes périodes, c'est pas la même chose, c'est pas la même interprétation. Au même titre qu'un boucher n'aura pas le même clan, n'aura pas la même histoire familiale ok. Oui, qu'un cordonnier ou qu'un agriculteur. Donc là aussi, comment ça peut évoluer dans la transmission du mot travail? Si par exemple, on a un aïeul qui a été dans sa généalogie déjà en remontant plus loin, s'il y a 5 généalogies de journaliers derrière, par hmm, exemple. Je prends hmm, volontairement des exemples plus difficiles parce que c'est vrai que si on dit on a 6 générations de notaires aujourd'hui, on s'attend peut-être à plus de confort de vie comme on l'entend. Mais par oui, exemple, s'il y a plusieurs générations de journaliers derrière et que au cours des siècles qui ont amené les descendances aujourd'hui, ben, de journalier, ça amortit à la difficulté d'activité. Il y a aussi ce côté culturel où c'est difficile de oui, trouver un axe, une orientation et même un choix professionnel quand on a dans les ascendants un nombre incalculable de personnes qui ont regardé, ont vécu, subi le travail comme quelque chose de très contraignant et très difficile. Donc, oui, comment on peut fonctionner là? oui, oui. Derrière le choix des métiers, d'ailleurs, il y a des mots qui reviennent aussi. Des mots, par exemple, mes ancêtres seraient fiers de moi. Il y a une notion aussi d'honneur. Il faut que je fasse honneur au clan. Et donc, en évoluant socialement, professionnellement, les descendants peuvent aussi s'investir d'une mission de faire honneur. Donc, ils sont dans, quelquefois, une perte d'énergie phénoménale parce qu'ils en font des tonnes pour justement pas faillir, faire honneur, qu'ils ne rougissent pas de honte, etc. Et donc, ils vont se lancer dans une activité, une suractivité. Donc ça, c'est récurrent. Euh, il va y avoir aussi comme tu dis, dans certains clans, c'est un tremplin, c'est relativement facile. Et puis dans d'autres, ça va être un petit peu plus chaotique. Le travail que je propose, bien souvent, c'est justement de remettre dans le contexte comment les ancêtres ont vécu, ce qu'ils ont subi, pourquoi ils se sont sacrifiés sur certaines choses, etc. Prendre conscience de leurs difficultés, de leurs souffrances, et donc, en fait, faire le pas de côté en disant, je ne peux pas les sauver, je ne peux pas empêcher ce qu'ils ont vécu, ça c'est fait, c'est passé. Et si on se place sur un autre plan, voilà, on peut se dire que leur âme a décidé aussi de ce qu'ils ont vécu. À partir de là, on fait le pas de côté en s'autorisant à vivre autrement. On n'est pas obligé en travaillant ainsi et en prenant conscience de ce clan, de ces mécanismes, on n'est pas obligé de répéter. Sinon, on va dans une autodestruction, dans un autosabotage de nos potentiels. Tout arbre dans la nature se doit de déployer de plus en plus de branches et de fruits. Nous, quand on explore l'arbre généalogique, on se doit aussi de le faire prospérer. Et le faire prospérer, c'est aussi s'affranchir de certains dictats qui n'ont jamais été écrits, mais qu'on sent très puissants en nous, de respecter, d'être dans la loyauté, mais aussi de se saboter dans nos potentiels, dans nos talents. Et quelquefois, juste prendre le temps de la réflexion en disant, si je ne fais pas ça, je me sacrifie parce que je sens que c'est vital pour moi, mais est-ce que mon ancêtre serait heureux que je stagne au lieu de m'épanouir, m'émanciper, m'évader et faire peut-être ce qu'il aurait souhaité, tout simplement.
Ça, c'est aussi le travail que je propose pour que justement on aille au bout de notre capacité à nous saboter, parce que c'est hyper facile. Et c'est hyper facile de dire non, mais ça, c'est pas pour moi, parce que, oulala, il y a plein de choses qui se mettent en travers de mon chemin. Je sens que ça va pas être simple, donc je me réduis. C'est hyper simple. Mais pour autant, est-ce que je suis dans le bonheur de vivre, dans le plaisir de vivre? Peut-être pas. Donc, on a le droit et on doit s'autoriser, hein, à se faire plaisir, alors que nos ancêtres, ils vivaient une autre époque. C'était les guerres, c'était les difficultés matérielles, etc. Mais c'était leur époque. Moi, je peux dire aussi aujourd'hui que toute cette génération, la nôtre, sans guerre, entre guillemets, c'est une autre guerre, hein, qu'on vit. C'est autre chose, c'est d'autres difficultés. Nos enfants vivent aussi quelque chose, nos petits-enfants vivent aussi quelque chose très difficile. Il n'y a pas de comparaison possible. Alors aujourd'hui, on a un petit peu de recul par rapport aux guerres, donc on imagine, on a des témoignages, on a des films, on a des livres, mais il faut pas oublier que chaque génération a à se battre, entre guillemets, en tout cas à se confronter à des épreuves. Et donc, c'est ainsi que perdure et puis s'épanouit un arbre, grâce à la solidité que nos ancêtres ont emmagasinée dans leurs difficultés. Donc, on a hérité de leur force, de leur persévérance, de leur pugnacité, de leur force physique, mais aussi morale, mentale, de leur résistance dans tous les sens du terme. Et donc, ça nous a nourris, même si on les a jamais connus. Ça coule en nous. Donc, ça nous permet d'affronter d'autres formes aussi, hein, de difficultés à dépasser. Et dans ces autres formes, il y a aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est les changements de profession. On voit de plus en plus de personnes qui ont déjà exercé une activité professionnelle ou professionnalisante dans une catégorie ou qui se sont cherchés longtemps dans différents emplois sans vraiment trouver ou avoir le sentiment d'être à leur place et qui, majoritairement, alors on le voit depuis une dizaine d'années, c'est extrêmement florissant, ce désir de d'autres activités. Je vais peut-être aller directement vers une activité qui va nous parler peut-être à toutes les deux et à d'autres potentiellement. C'est vrai qu'a émergé des métiers thérapeutiques, une grande vague de reconversion dans les métiers thérapeutiques, d'accompagnement à la personne, pas forcément médicalisant, mais dans un objectif autre, dans un objectif, là, on est sur du transgénérationnel. Pour ma part, on est dans de la psycho-émotionnelle également, donc on est dans des actions et des professions concomitantes également. Mhm. Ce sont des activités, des professions qui ouvrent vers un autre champ des possibles, qui ne nie pas forcément la personne ou les activités professionnelles que l'on aura eues précédemment, mais Mhm. qui amortira sur quelque chose d'extrêmement commun pour le coup, parce que, comme je disais, ce sont des professions quasi omniprésentes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire un petit peu sur la perception dans le transgénérationnel? Est-ce que ça veut dire que on est dans une population qui éprouve le besoin de guérir quelque chose ou d'aider à guérir quelque chose? Quelle pourrait être l'interprétation au niveau des différents clans qui, en fait, ben, ça forme un collectif? Oui, tout à fait. Euh, Déjà en premier, se guérir, se soigner. Toutes les personnes qu'on rencontre forcément nous aident aussi dans notre cheminement personnel. Et puis peut-être que le clan a besoin, la société, le monde ont besoin justement de personnes comme ça qui se mettent en route avec d'autres valeurs. Peut-être les clans ont besoin d'être apaisés beaucoup, d'être dans plus de douceur, d'ouverture, d'écoute aussi. Donc, il y a peut-être ces besoins. En fait, par exemple, on sait que des personnes qui, dans le clan, ont immigré,
elles sont dans l'action. Les migrants, quand ils arrivent, ils vont pas chercher à euh, essayer de voir quelles sont les émotions qui les ont traversées depuis qu'ils ont quitté leur pays d'origine, etc. Ils ne peuvent pas. Ils sont dans l'urgence. Et donc, on a tous des ancêtres, italiens, espagnols, même qui ont changé de région en France, mais qui étaient tellement opposés et diamétralement différentes qu'en fait, il y a aussi hein, ce ressenti-là. Donc, la génération qui migre, elle ne réfléchit pas, elle n'a pas le temps, elle est dans l'action. Elle se dit plus tard. Et puis, c'est les deuxième, troisième générations qui vont poser les mots, qui vont comprendre les ressentis dans leur tripes, dans leur corps, dans leurs cellules, ce que les ancêtres ont pu subir. Et là, le clan a besoin justement de tous ces descendants qui cheminent sur des mots qui ont existé trois, quatre générations, cinq générations au-dessus. Voilà. Donc, je verrais plutôt, enfin, je verrais sur un plan individuel, sur un plan clanique, et puis ensuite sur un plan plutôt société, puisque là, il y a vraiment une explosion parce que toutes les sociétés, tous les pays sont en crise, plus ou moins. Ouais, donc, il y a ce besoin-là. Voilà. Alors, c'est là où on rentre dans des métiers réparation. Et c'est vrai que bien souvent, on peut réparer pendant quelque temps, hein. Par exemple, j'avais rencontré une sage-femme. Elle avait beaucoup soigné son plan inconsciemment dans un premier temps, pendant peut-être 10 ans, 20 ans, je ne sais plus. Et puis, à un moment donné, elle se posait la question de comment réorganiser ma vie professionnelle pour que je continue à m'éclater. Et quand elle avait compris qu'en fait, elle avait beaucoup travaillé sur les femmes en souffrance et les bébés mort-nés, elle s'est dit, moi, je vais continuer mon métier parce que je l'adore, mais je vais adjoindre d'autres choses pour pouvoir le vivre à ma façon. Donc, il peut y avoir des reconversions en s'appuyant sur ce qu'on a fait avant et en transformant. C'est une façon aussi de transformer le clan aussi, hein, de l'amener à autre chose. Et puis peut-être qu'un jour, on se réveille, on a fait le tour de la fonction en se disant, bon ben voilà, maintenant, je m'ennuie, je me nourris plus en faisant ce job. Donc, c'est pour le moment peut-être d'accéder à quelque chose qui me fait envie depuis très longtemps. J'ai peut-être de l'expérience dans quelque chose, mais maintenant, je vais avoir quelque chose de nouveau à mettre en scène. Voilà. Et donc, il y a peut-être une autre réparation, hein. Donc, c'est pour ça que quand il y a des reconversions, je fais beaucoup travailler sur quels sont les métiers qui existent dans le clan, quels sont les désirs frustrés des uns et des autres, on peut deviner. Et puis, qu'est-ce que aujourd'hui, si tu changes de métier, eh bien, vers quoi tu irais? Est-ce que ça existe déjà dans le clan? Et qu'est-ce qui vient te réparer toi? Qu'est-ce qui vient réparer? Voilà, comment ça va se réparer dans le clan? Comment le clan va se retrouver mieux soigné? Et voilà. Et mettre de la conscience permet de pas se tromper de trop voilà, d'affiner un petit peu peut-être sa, son ouverture sur du nouveau, hein, tout en étant un petit peu dans quelque chose d'assuré aussi. Qui dit métier dit aussi rémunération. Après, chacun va l'interpréter comme il entend. On est dans une société de consommation. Que l'on soit intègre dans cette consommation ou que l'on soit en distance, il y a toujours un minima rémunérateur nécessaire aujourd'hui dans Mm. notre fonctionnement sociétal. Par rapport à ce que je viens de dire, donc qui dit métier dit rémunération. Très souvent, on peut observer des métiers avec faible rémunération, pas forcément épanouissants pour ceux qui les exercent. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du clan pour que ces personnes n'arrivent pas à débloquer quelque chose pour s'épanouir individuellement et après collectivement? Est-ce qu'il y a un Mm. blocage émotionnel dans le clan qui a besoin d'être identifié? Est-ce qu'il y a Ouais. un autre blocage beaucoup plus personnel, beaucoup plus immédiat? La question, elle est vague, hein, bien sûr, Mm. mais la base, c'est au niveau rémunérateur, comment Mm. pouvoir aujourd'hui, dans nos époques,
arriver à pacifier suffisamment un clan qui aura été peut-être, tu parlais d'émigration, souvent les Mm, migrants ne sont pas forcément dans un épanouissement mm, financier dans le pays dans lequel ils arrivent et même très souvent dans le pays qu'ils ont quitté. mm, Et c'est aussi ça, il y a cette espèce d'hérédité de difficulté à la rémunération, mm, tout simplement, mm. sans parler de difficulté à l'argent ou autre, c'est juste difficulté à la Tout à fait. rémunération et à vivre au moins dans une cohérence avec qui l'on est et qui l'on aimerait être. Majoritairement, même en parlant de reconversion, bon nombre de personnes qui se sont aujourd'hui reconverties se retrouvent avec ces difficultés de rémunération. Mm, Quelles pourraient être les oui. explications par rapport au Mm. clan? Alors déjà, la rémunération, c'est la valeur. Ça vient parler de ma valeur. Si je n'arrive pas à me positionner, et c'est un gros travail, hein, qui vient nous titiller de temps en temps, d'ailleurs, hein, je ne sais pas toi, mais voilà, hein, c'est ma valeur, qu'est-ce que j'offre et comment je peux demander de l'argent en étant bien aligné et sans être choquée, choquante, etc. Donc ça vient parler aussi quelle est ma place dans le clan, quelle a été ma valeur, reconnue ou pas. Et plus notre valeur va être un petit peu bousculée dans l'enfance et puis dans le clan aussi, hein, il y a des personnes qui ne seront jamais valorisées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles se font, qui seront toujours, entre guillemets, jugées à côté de la plaque ou insignifiantes, etc. Eh bien, plus le clan va être chahuté sur ce plan-là, plus les descendants auront des difficultés. Ou alors, il y aura des descendants qui vont affirmer haut et fort leurs valeurs, vont avoir des postes très rémunérés pour justement être dans un excès contraire. Voilà. Donc, dans les excès, pas assez ou trop, là aussi, interrogeons-nous. Euh, L'argent, ça va venir aussi dire qu'est-ce que je cache et qu'est-ce que je mets comme place à l'argent. Il y en a qui sont très heureux sans avoir trop d'argent, mais ils s'épanouissent tellement dans ce qu'ils font qu'en fait, ils n'en ont pas forcément besoin. Et puis, il y en a d'autres, c'est pour montrer qu'ils ont réussi, pour faire honneur au clan, voilà, il y a quelque chose aussi de, d'officiellement reconnu aussi, hein. L'argent, c'est le pouvoir aussi, hein, la puissance. Voilà. Donc, on va chercher dans le clan qui manquait de visibilité, qui aurait voulu être reconnu. Et dans les blocages financiers, il y en a qui ont un salaire vraiment tout à fait honorable, mais à la fin du mois n'ont plus rien. Il y en a qui gagnent très petit et pourtant qui arrivent à économiser et à se faire plaisir. Donc là aussi, derrière la notion d'argent, il peut y avoir des faillites, des ruines, des secrets là-dessus aussi, parce que c'est pas honorable, c'est honteux. Et donc, si ça n'est pas dit, si ça devient secret, il va y avoir quelquefois ce blocage-là dans le choix des métiers et dans le choix du salaire ou de la valeur que je donne à ma prestation, par exemple. Voilà. Alors, derrière les métiers d'argent, hein, banque, etc., comptable, commissaire aux comptes et tout, on peut chercher un problème de place. Je compte. Et donc, quel est le compte qui n'a pas été bien fait? Le compte, ça peut être le nombre d'enfants. On a zappé des enfants, des fausses couches, des enfants naturels, etc. Mais ça peut être aussi des blocages financiers où il y a eu des spoliations d'héritage, des ruines, des faillites, des salaires pas suffisamment rémunérateurs, où la reconnaissance n'a pas été faite à la valeur du travail. Et donc, on peut avoir en réparation des métiers comme les comptables. Voilà, alors pas tous, hein, je généralise pas, mais voilà, ça peut être intéressant aussi de le voir sous cet angle-là. Et moi, j'ai une question supplémentaire, là, et les sans-emploi. C'est-à-dire, voilà, là, on parle de métier, peut-être même de profession ou de vocation. Par contre, dans notre société, et ça, toute époque confondue, il y a eu ce qu'on appelle les sans-emploi. Non pas parce qu'ils ne souhaitent pas travailler, mais parce que il y a quelque chose
qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et qui peut se répercuter, ben, même d'un clan à un autre, d'une famille à une autre, d'une époque à une autre. Cette, Mm, cette espèce de fermeture, cette espèce de blocage face à l'emploi, face à la mm, rémunération par ce fait, et mm, face également à la vie peut-être souhaitée au fond de soi. Par contre, voilà, il y a un blocage. Voilà, la mm, question, c'est ça, c'est et les sans-emploi, les mm, sans-métier, mm. qu'en est-il? Alors, ça peut être en lien avec un refus de la société telle qu'elle est, où justement la reconnaissance se fait à travers l'argent, la place sociale, le métier, alors que toutes les autres qualités ne sont pas forcément reconnues. Donc, il peut y avoir un rejet total en disant, ben moi, je peux vivre sans emploi. Mais quelquefois, ça peut être aussi, attention, hein, il y en a qui vivent soi-disant sans emploi, mais avec les subsides de l'État. Hein. Donc là aussi, soyons clairs avec nous. Euh, j'ai eu un cas où une jeune femme voulait se mettre à son compte depuis mais, des années. Et donc, en fait, cette jeune femme, elle n'avait jamais vu travailler son père. Il n'a jamais travaillé. Quand les enfants étaient petits, ils partaient à l'école, la maman partait à travailler et le père restait sur son canapé ou dans son lit en disant, de toute façon, il disait à sa femme, je gagne plus que toi en restant ici. Donc en fait, il était communiste contre tous les patrons, etc. Et puis en même temps, il acceptait l'aide de l'État puisqu'il était voilà, RMI, RSA, etc. Et quand sa fille a décidé et a franchi le pas de se mettre à son compte, elle est devenue hein, pas chef d'entreprise énorme, hein, c'était auto-entrepreneur, tout petit pour commencer. Il lui a dit, tu passes de l'autre côté. Et d'un air tellement dédaigneux qu'en fait, ça l'a bloqué. Donc en fait, elle passait du côté des patrons qui exécraient. Et voilà, donc il peut y avoir des blocages comme ça, avec des mots qui ont été dits ou entendus une fois et que deux, trois générations après, on s'en souvient encore. Hein. Donc, comment, quand on veut se mettre à son compte, par exemple, comment sont jugées les professions libérales? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont osé franchir le cap, sortir des rangs, être artisan, être commerçant, être atypique? Donc là aussi. Et puis se retrouver sans emploi. Est-ce qu'il y a eu des personnes exclues du clan parce qu'elles étaient au chômage, parce qu'elles étaient malades, donc sans emploi? Parce qu'elles étaient peut-être dépressives. Moi, j'ai eu le cas de quelqu'un qui avait la mélancolie, donc une dépression très, très grave, et qu'il a passé de nombreuses années à pas pouvoir travailler. Eh bien, dans le clan, il était taxé de fainéant. Donc après, il peut y avoir un descendant qui, lui, va prouver qu'il n'est pas fainéant, qu'il peut travailler un tout petit peu, mais aussi il a le droit de s'arrêter parce qu'il le désire. Voilà. Il faut pas oublier aussi que dans les clans, je crois que tout le monde a au moins une fois les deux mots sans profession pour les mamans qui ont toujours bossé, qui ont élevé les enfants, qui travaillaient dans les fermes, qui travaillaient au commerce de leur mari, qui faisaient la comptabilité de leur mari artisan, etc. Et on a ça dans l'inconscient collectif, sans profession, alors qu'elle n'avait jamais le temps de se poser. Donc là aussi, ça peut induire, entre guillemets, une vocation de cette fois vraiment rien faire et être payé peut-être par l'État. Oui, en effet, mais de toute façon, comme tu le dis, on véhicule les informations émotionnelles dans notre ADN, hein, à l'intérieur de nous. On véhicule Oui, tout le clan à l'intérieur de nous. Et tout va dépendre de, peut-être pas des informations, mais peut-être juste de ce qu'on en fait pour pouvoir en puiser les informations. Parce que souvent, on va partir à l'inverse. On va dire, je n'ai pas d'informations, donc je ne peux pas avoir d'explication. Donc, ça va être un petit peu un découlement de oui. fatalité. Alors que si on prenait
comme tu l'expliques régulièrement, si on prenait à l'inverse le ici et maintenant pour remonter, Oui, pour c'est ça. observer, parce que c'est très souvent ça, c'est on prend pas le problème, mais on prend Le l'observation à schéma, l'envers, le oui, schéma à l'envers. C'est ça. oui, Si oui, aujourd'hui je suis sans profession et je oui. suis en difficulté financière, c'est aussi me poser la question par rapport à moi, ce qu'il en découle émotionnellement et quels sont peut-être mes regards plutôt que de me focaliser Exactement, en me c'est disant ça. je ne comprends pas, pourtant ceci, pourtant cela. Donc c'est ça aussi. Faut peut-être pas se poser la question du pourquoi, etc. C'est comment j'en suis arrivée là. Et avec ce comment et le transgénérationnel, on peut trouver des pistes qui vont soit nous faire perdurer dans un schéma, dans un fonctionnement, soit le modifier, parce que là, on aura mis un petit peu plus de conscience. Hein, ça peut être aussi ce- cette réflexion, cette façon de procéder qui peut être intéressante à faire. C'est rééquilibrer le prisme du regard et plutôt que Oui, de le prendre à l'envers en oui, essayant de remonter trop loin en arrière pour expliquer le ici et maintenant, c'est voilà, c'est prendre le oui, ici et maintenant et remonter en arrière et c'est y aller ça. en douceur, Oui, oui, tout à fait. bienveillance. Oui, Et c'est peut-être aussi garder à l'esprit que même si l'on n'en a pas conscience, on est là aussi pour réparer quelque chose. oui. C'est Réparer, ça. se réparer et puis transmuter, vraiment. Parce que si on reste que dans la réparation, il n'y a pas le côté lustrant, positif et transformateur, nourrissant. Donc, il va y avoir de la réparation, dans, je pense, tous les métiers, plus ou moins. Et puis ensuite, une, une appropriation, une transmutation, une façon de vivre son métier, peut-être différemment. Voilà. Ah, on est piégé dans des loyautés. Alors, je pense à une femme qui avait plusieurs frères. Euh, donc, les parents, le père en tout cas, était dans le médical, le grand-père aussi. Et en fait, ce père disait à ses enfants, de toute façon, voilà, vous serez aussi, vous, dans le médical. Donc, tous les enfants ont été plus ou moins poussés vers des études médicales. Donc, l'un est sorti généraliste, un autre spécialiste, je sais pas quoi, un autre psychiatre, donc médecine. Et puis elle, toute petite, elle se disait, oh ben moi, j'ai pas trop envie de ça. Mais elle a fait quand même un début d'études médicales pour faire honneur à la famille, montrer qu'elle était capable et qu'elle faisait bien partie du plan pour se faire accepter. Et puis elle a bifurqué parce que de tout temps, c'était ostéopathe. Une ostéopathie très particulière, à sa façon. Et donc, en fait, elle est devenue d'abord ergothérapeute. Donc, le papa a accepté. C'était, voilà, acceptable. Et puis, elle a bifurqué petit à petit vers ce qui la nourrit et ce qui la faisait vraiment vibrer. Voilà. Hein, c'est vraiment cette vibration intérieure où là, on ressent que, ben, en fait, on est fait pour ça. Hein, c'est là où, que ça soit rémunérateur ou pas, peu importe, c'est là où on se sent à sa juste place et où on va peut-être avoir une fatigue physique parce que voilà, comme toute activité, voilà, ça crée cette fatigue, mais ça ne va pas nous épuiser énergétiquement. Voilà. Et c'est là où on se dit on est à notre place. Et donc cette femme a fait ces petits détours et puis ces aménagements avec le clan pour ne pas se faire exclure et en même temps se faire plaisir. Donc là aussi, hein, il y a réparation, il y a son choix, et puis voilà, transmuter ce qui nous est transmis comme facilité, comme talent, comme ouverture, etc. Est-ce qu'il est possible que quelque part, certains clans soient suffisamment toxiques pour qu'une personne souhaite s'en couper totalement par le biais d'une profession qui soit totalement autre? Il n'y a pas d'exemple qui me viennent comme ça là tout de suite, mais je pense que oui, parce que ça peut être une profession complètement atypique.
Ben, regarde un petit peu. Je connais pas trop la vie de Monsieur Bérégovoy, mais lui, il était atypique dans son clan. Si je me souviens, il venait d'origine très modeste et il est arrivé quand même aux grandes sphères de l'État. Donc il y a un côté aussi de transcendance à son niveau peut-être, de transmutation, et puis de là d'où je viens, je peux y arriver. Donc là, voilà, on peut avoir voilà, un métier complètement hors clan, mais je pense qu'il y a toujours une source quelque part dans l'histoire familiale. Je pense qu'il y a toujours quelque chose, de loin ou de près, qui va justement expliquer un petit peu hein, ce choix-là. Et peut-être Pour pour moi, il n'y a pas de finir, hasard. voilà, et Pour moi, il n'y a pas peut-être de hasard. pour finir, est-ce que tu aurais des exemples de professions qui pourraient être significatives dans le nom? Là, on parlait tout à l'heure d'infirmière ou d'enseignant ou Oui, oui. ou même de comptable. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de professions aujourd'hui exercées qui seraient significatifs d'une transmutation ou d'un travail transgénérationnel que l'on opère peut-être consciemment ou inconsciemment? Oui, oui, oui. Par exemple, tous les métiers en lien avec la nourriture, l'alimentation, les métiers de bouche, la restauration, etc. Ça peut être lié à des problèmes de famine, de faim. S'il y a eu des manques suite aux guerres, par exemple, ou pendant les guerres, il peut y avoir eu ce besoin d'avoir un ravitaillement, une, euh, une épicerie. Et donc, ça peut expliquer. J'ai les rayons toujours pleins dans mon magasin, comme pour nourrir mes ancêtres. Les métiers en lien avec la loi, le droit, quels sont les droits, les lois qui ont été bafouées? Ça peut être un juge pour enfants qui soigne son enfance ou qui soigne certains enfants qui n'ont pas été suffisamment bien lotis dans le clan, qui ont été maltraités, qui ont été abusés, on parle beaucoup d'inceste en ce moment. Voilà, il y a un juge pour enfants qui est vraiment très, très investi et engagé. Eh bien, voilà, hein, il va peut-être hein, être en lien avec son histoire du clan. On vient réparer. Hein. Ben, moi, je pense souvent, quand je vois des arbres taillés, des bûcherons, des élagueurs, il y en a qui le font en conscience, et puis il y en a qui, je trouve, à mes yeux, hein, alors après, ils font leur boulot, hein, mais je trouve des arbres, je me dis, mais les branches sont coupées, elles hurlent. Et je me dis, cet homme ou cette femme, quelle branche elle aurait aimé ou il aurait aimé couper de son clan? Hein, la mauvaise branche, etc. Voilà, hein, quand on jardine, ben, c'est la terre-mère, donc il y a peut-être un lien avec la mère. On sait que derrière le mot secrétaire et derrière cette fonction-là dans une entreprise, il y a beaucoup de secrets. D'ailleurs, c'est un couple hein, avec sa hiérarchie. Hein, bien souvent, elle connaît tout de la vie hein, de son patron. Et donc, voilà, elle est tenue par le secret dans bien des cas. Donc voilà, hein, ça peut être ça aussi de le voir comme ça. Un photographe, il peut transformer la réalité de sa vie, de son clan, de son enfance. Il peut améliorer une photo, amener de la lumière, de la joie, des couleurs. Voilà, peut-être en lien avec ce qu'il a vécu ou souffert. C'est une transformation possible de la réalité. Voilà, donc il y a plein, plein d'exemples. Hein. Moi, j'avais eu le cas d'une personne qui travaillait dans la crèche. Dans son clan, il y avait, à son niveau, à sa génération, il y avait plusieurs personnes qui travaillaient pour les enfants. Et en fait, en remontant l'arbre, elle avait trouvé que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère avait quitté un pays de l'Est en fuyant et avait dû abandonner son bébé. Elle n'avait pas pu le sauver et elle avait reconstruit une vie ailleurs. Et cet enfant abandonné, entre guillemets, je crois qu'il avait été tué, elle n'avait pas eu le temps de le sauver, eh bien, les descendants, en accueillant les enfants des autres,
pouvait transformer et améliorer cette histoire-là, pacifier en tout cas. Voilà, hein, donc voilà, c'est intéressant aussi de le voir dans ce sens-là. Oui, après c'est sans fin et comme à chaque fois, chaque situation est unique. Et là, ce ne sont Oui, que des exemples assez génériques pour pouvoir donner oui, un petit peu certains ordres d'idées, certaines orientations. En tout oui, tout cas, à fait, merci infiniment encore une fois, Hélène, pour toutes ces Daniel. explications. Comme à chaque fois, c'est non exhaustif, hein, Mais oui, on oui, ne oui. peut pas faire du cas par cas. On essaie de donner le maximum d'exemples. Voilà, en Tu, espérant que ça ouvre des petites pistes et que ça permette une réflexion un peu plus poussée et puis personnelle, personnalisée. Voilà, Voilà, je rappelle que tu consultes, hein, comme à chaque fois, je mets toutes les descriptions en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient te contacter, que ne pas hésiter également à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des questionnements spécifiques que vous bien souhaiteriez sûr, voir développer sous couvert d'anonymat, bien sûr. bien Voilà. sûr. Encore une fois, Merci. merci Hélène. De toute façon, on se retrouve très bientôt, très vite pour pour une prochaine thématique. Tout à Et fait. je sais que tu vas encore nous informer de plein de belles choses et c'est toujours un plaisir de partager ces instants avec toi. Merci beaucoup, Daniel. À Merci bientôt. infiniment. Au revoir Au et à très revoir. vite. Au revoir.